Bonjour, je vais vous présenter un exposé sur la radioactivité et sur les centrales nucléaires. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer comment fonctionnent les centrales de notre pays, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas un seul type de centrale nucléaire dans le monde. Ensuite, j'expliquerai ce que sont des déchets nucléaires et comment ils sont stockés dans les centrales. Puis je développerai chronologiquement l'accident de Tchernobyl. Et enfin, je terminerai par une ouverture en abordant un sujet quelque peu controversé, que sont les réacteurs à sel fondu de thorium. En France, une centrale nucléaire se compose de 4 parties principales. Le bâtiment contenant le réacteur, dans lequel a lieu la fission, la salle des machines, où est produite l'électricité, les départs des lignes électriques qui évacuent et transportent l'électricité, et les tours de refroidissement, uniquement en bord de rivière. Le circuit primaire est constitué de petites pastilles d'uranium, le combustible de la centrale, qui sont empilées dans de longs tubes en métal appelés crayons. Ces tubes sont placés dans une cuve en acier remplie d'eau, car l'eau est un écran protecteur contre les rayonnements. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque les déchets les plus radioactifs sont emballés, ils sont emballés à distance et dans une cuve d'eau. Le circuit secondaire. Au contact de l'eau très chaude du circuit primaire, l'eau du circuit secondaire s'échauffe également et se transforme alors en vapeur. La vapeur permet de faire tourner une turbine, qui fait à son tour tourner un alternateur. Celui-ci est composé de 2 parties. Une partie qui est en mouvement, appelée le rotor, constitué d'électroaimants, et une deuxième partie, fixe, constituée de bobines de fil de cuivre, appelée stator. Le contact entre les deux produit un courant électrique. Puis, un transformateur élève ce courant à 250 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. Le circuit de refroidissement. La vapeur est retransformée en eau grâce à de l'eau très froide de la mer ou d'un fleuve proche, ou encore grâce à de l'eau refroidie par un courant d'air qui circule dans de grandes tours appelées aéro-réfrigérants. C'est donc dans le circuit primaire que se passe la fission. Voici un schéma récapitulatif. On voit donc le premier circuit, le deuxième circuit et le troisième circuit. Selon la définition de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, un déchet radioactif est toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue et qui contient des radionucléides en concentration supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme admissibles dans des matériaux propres à une utilisation sans contrôle. Les radionucléides, ou radioisotopes, contraction de radioactivité et de nucléides, ou d'isotopes, sont des atomes dont le noyau est instable. Un radioélément est un élément chimique dont tous les isotopes connus sont des radioisotopes. On trie les déchets selon 2 critères bien définis, leur durée de demi-vie radioactive et leur taux de radioactivité. La classification suivant l'activité reflète les précautions techniques qu'il est nécessaire de prendre en termes de radioprotection. Un déchet est dit de très faible activité, TFA, si son niveau d'activité est inférieur à 100 becquerels par gramme. Un déchet est dit de faible activité, FA, si ce niveau est compris entre quelques dizaines de becquerels par gramme et quelques centaines de milliers de becquerels par gramme. Un déchet est dit de moyenne activité, MA, si ce niveau est d'environ 1 million à 1 milliard de becquerels par gramme. Et enfin, un déchet est dit de haute activité, HA, si ce niveau est de l'ordre de plusieurs milliards de becquerels par gramme. Le haute activité n'a pas de limite supérieure. La classification se fait également sur la base de sa période radioactive, ce qui permet de les gérer par décroissance radioactive. Les déchets auront une vie très courte si sa période est inférieure à 100 jours, une période étant une demi-vie. Les déchets auront une vie courte, VC, si sa période est inférieure à 31 ans, ce qui assure leur disparition à une échelle historique de quelques siècles, comme le XVIe. Et enfin, les déchets auront une vie longue, VL, s'ils contiennent une importante quantité de radionucléides dont la période dépasse 31 ans, ce qui impose une gestion du confinement et de la dilution compatible avec des échelles de temps géologiques. Ce qu'il faut savoir des déchets à vie courte. Ils proviennent de l'exploitation, de la maintenance et de la déconstruction des centrales nucléaires. Ce sont les filtres, les pièces usagées, l'outillage et les gravats. Ils représentent 90% du volume total des déchets radioactifs et contiennent 0,1% de la radioactivité totale.
Ils sont compactés dans des fûts en acier ou en béton pour être transportés et stockés dans des cellules en béton au centre de stockage de Landra, à Soulaines, ou à Morvilliers, dans l'Aube. Ils perdent la moitié de leur radioactivité sur des durées inférieures ou égales à 31 ans, ce qui les rend presque complètement inactifs au bout de 300 ans. Ce qu'il faut savoir des déchets à vie longue. Ils sont principalement issus du traitement des combustibles nucléaires usés. Ils représentent 10% du stock total de déchets radioactifs et concentrent 99,9% de la radioactivité totale. Ils sont transportés, puis traités, à l'usine Areva de La Hague, où 95% sont recyclés sous la forme de nouveaux combustibles utilisables dans les centres ou de matières valorisables, et où 5% sont transformés en déchets vitrifiés et entreposés à La Hague. On les appelle les déchets ultimes. Les déchets à vie longue perdent leur radioactivité sur des durées supérieures à 31 ans. Ils demeurent actifs pendant plus de 300 ans, voire des milliers d'années pour les plus radioactifs. Les déchets, depuis la loi de 2006, sont stockés en sous-sol. Le 26 avril 1986, dans la centrale Lénine, en Ukraine, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl provoque un accident nucléaire majeur, classé au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires. L'échelle internationale de classement des événements nucléaires, dite échelle INES de l'anglais International Nuclear Event Scale, sert à mesurer la gravité d'un incident ou d'un accident nucléaire civil. Le 25 avril au matin, un test du réacteur 4 est planifié à l'occasion d'une opération courante de maintenance, sous les ordres du contremaître Anatoly Dyatlov. Ce test de l'alimentation électrique de secours consiste à couper l'alimentation de la turbine afin de vérifier si celle-ci conservait la puissance suffisante pour démarrer les pompes à eau, servant à refroidir le cœur du réacteur. Le 25 avril, vers 14 h heure locale, le système d'alarme du système de refroidissement du réacteur est débranché, en prévision du test, au mépris des principes élémentaires de sécurité. La puissance du réacteur numéro 4 est réduite, comme prévu, de 1000 MW à 100 MW, puissance atteinte le 26 avril à minuit 05. La puissance continue alors de baisser, contrairement aux conditions prévues par le test. Le 26 avril à minuit 28, une erreur d'un opérateur fait chuter la puissance du réacteur à 30 MW. À 1h23, le test sur le réacteur 4 se poursuit alors que le cœur est très difficile à maîtriser. Une série d'erreurs et de mauvais choix de la part des équipes provoque une hausse de la température du réacteur. Un mélange d'hydrogène et d'oxygène provoque de petites explosions qui éjectent les barres de contrôle du réacteur. Selon le département d'énergie américain, l'explosion de Tchernobyl se produit le 26 avril 1986 à 1h23 et 44 secondes. La partie supérieure du cœur du réacteur se retrouve à l'air libre et le graphite prend feu. L'incendie est entretenu par l'intense chaleur dégagée dans le cœur, qui est principalement due aux désintégrations radioactives des produits de fission, et qui n'est plus évacué. Il est définitivement arrêté le 9 mai. Des poussières et des gaz radioactifs sont rejetés pendant 10 jours. 2 heures après l'accident, des techniciens de la centrale ayant survécu éprouvent les premiers symptômes de la contamination radioactive. Malaise, vomissements, vertiges, diarrhée, brûlure. À 6 heures du matin, leur état est si alarmant qu'ils sont conduits à l'hôpital. Plusieurs d'entre eux meurent dans les jours qui suivent. Le 27 avril, les habitants de la ville proche de Pripyat sont évacués de la zone. Selon le rapport Torch, l'explosion libère des débris du bâtiment et du réacteur jusqu'à 7 à 9 km d'altitude. Près de 30% du combustible du réacteur s'échappe dans les environs immédiats de la centrale. Environ 50 tonnes de gaz radioactif sont éjectées dans l'atmosphère, l'équivalent de 200 fois les retombées de Hiroshima et Nagasaki. Le réacteur a sel fondu de thorium. Nous savons que, lorsqu'un atome reçoit un neutron, il peut se fissionner, c'est-à-dire qu'il absorbe le neutron et qu'il se sépare en 2 ou 3, formant alors un ou plusieurs autres éléments. Mais tous ces atomes ne réagissent pas comme ça. Parfois, certains atomes ne se cassent pas lorsqu'ils reçoivent un neutron. Ils se transforment. C'est le cas du thorium. Prenons le thorium-232. Celui-ci, lorsqu'il capture un neutron,
peut le garder et se transformer en uranium-233. Donc, l'uranium-233, comme le plutonium-239, sont des éléments fissiles artificiels, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas dans la nature, mais on peut les créer dans un réacteur et en faire de nouveaux combustibles. Comme du sucre dans de l'eau, on peut dissoudre du thorium ou de l'uranium dans les sels fondus. Les sels fondus sont des fluorures de métaux alcalins dans lesquels on peut dissoudre les fluorures d'uranium. Quand deux éléments s'allient sous forme de sel, ils sont chimiquement très stables. Cette stabilité permet de les utiliser à haute température en restant à basse pression. Une forte pression est facteur de risque. Les sels fondus entrent en ébullition qu'à partir de 1500-1800 degrés. Donc, il n'est pas nécessaire de les pressuriser. La pression atmosphérique suffit. Les sels fondus ont beaucoup de qualités. En effet, on a vu que le réacteur à basse pression permet d'éviter qu'un élément soit tenté d'exploser. Il n'y a également pas besoin d'eau, donc aucun risque d'explosion de vapeur. Il n'y a rien qui puisse enclencher une réaction chimique ou une production massive d'hydrogène, comme ce qu'il s'est passé à Fukushima. Pour toujours plus de sécurité, il y a un système d'arrêt sûr, appelé système de sécurité passive. En effet, les sels fondus sont placés dans un réservoir qui est fermé par un bouchon, appelé bouchon de sel, maintenu par un froid généré. Lorsqu'il y a, par exemple, une coupure de courant, le bouchon fond, car le froid n'est plus généré, et les sels fondus se déversent dans un autre réservoir qui, lui, n'a pas d'ouverture en bas. Et s'il y a une fuite, donc si les sels fondus se retrouvent à une température bien plus basse, ils se solidifient, ce qui empêche le réacteur de continuer à fuir. Si les sels fondus devaient arriver hors de la centrale, le fait qu'ils soient solides et mélangés directement au thorium ou à l'uranium maintient à l'intérieur tous les produits de fission et leur rayonnement intense. Le combustible d'un réacteur à sel fondu étant liquide, il peut facilement être nettoyé et réinjecté dans le cœur du réacteur sans manipulation complexe de matières très radioactives. Avec ces réacteurs, on parvient à réduire considérablement les déchets radioactifs, particulièrement ceux qui mettent des centaines de milliers d'années à disparaître, puisque les réacteurs à sel fondu recyclent les actinides. Les actinides mineurs sont des atomes, par exemple d'uranium, qui absorbent un neutron et qui ne se sont pas cassés. Ils sont particulièrement radioactifs. Pourquoi le réacteur à sel fondu n'a pas été accepté sur le marché? Il faut savoir que des scientifiques et des chercheurs travaillent sur ce modèle de réacteur depuis longtemps. En effet, dès 1946, Alvin Weinberg, un physicien nucléaire et un collègue à lui, ont signé un article explorant l'utilisation de l'eau pressurisée comme modérateur et liquide de refroidissement. C'était les bases du REP, réacteur à eau pressurisée. Un amiral, Hyman Rickover, fut intéressé pour un sous-marin nucléaire. L'un des plus grands sous-marins, le Nautilus, était également le premier sous-marin à propulsion nucléaire. Il fut prêt en 1954 à Groton. Puis, l'armée de l'air américaine, jalouse, voulut un avion nucléaire sur lequel travailla Alvin Weinberg. Cet avion nucléaire poussa Alvin Weinberg et son équipe à travailler sur un réacteur à combustible liquide de 1946 à 1961. Naturellement, les sels fondus se sont imposés. Puisque le nucléaire était aux mains des militaires, ils voulaient en profiter pour faire une bombe. Sauf qu'une bombe créée avec de l'uranium-233, donc du thorium-232, exploserait systématiquement trop tôt. Et lorsque Kennedy arriva au pouvoir, il annula le projet d'avion nucléaire, et donc le projet de réacteur à sel fondu. Un MSRE, réacteur expérimental à sel fondu, fut tout de même mis en place en 1951 sur la demande de l'armée de l'air. Mais sa mise en place fut refusée en 1968. Alvin Weinberg et son équipe continuèrent tout de même les recherches pour pouvoir en faire un réacteur civil, sûr et performant. Mais dans les années 60 et au début des années 70, la politique est qu'il faut avoir des surgénérateurs, des générateurs qui produisent plus de matière fissile qu'ils n'en consomment. Certains pensent que le MSRE a été refusé car il ne pouvait pas servir à la fabrique de bombes. Mais aussi, si le MSRE avait été accepté,
les antinucléaires allaient réclamer la fermeture des autres réacteurs. Il faut également savoir que la filière nucléaire repose sur la vente de combustible aux réacteurs existants. Or, un MSRE ne nécessiterait ni l'achat d'emballages de combustible, ni retour du combustible usagé au recyclage. Donc, le modèle économique construit autour des REP serait compromis si on développait les MSRE, d'où la réticence industrielle vis-à-vis des MSRE, notamment l'usine Areva. En plus, rénover une ancienne centrale coûte en général moins cher que d'en construire une nouvelle. Et de nos jours, nous n'avons plus une équipe aussi qualifiée que celle d'Alvin Weinberg pour accomplir ce genre de travail. Il faudrait donc repartir à zéro.